Les cryptos, c'est quoi? Alors déjà, en fait, il faut se comprendre que les cryptos, elles répondent forcément si elles sont nées, c'est pour répondre à un certain nombre de problèmes. Alors c'est né au plein milieu de la crise, on va dire, financière de 2007-2008. Euh, Néanmoins, c'était quelque chose déjà il y avait déjà eu des tentatives auparavant, avant le Bitcoin. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais par contre, la technologie qui a amené le Bitcoin, ça, c'était quelque chose qui était complètement innovant. Il y a des problèmes avec le système actuel. Déjà, il y a 4 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès au système bancaire. Ça, c'est un souci pour tous ces gens-là. Nous, on a l'impression que c'est normal, que ça fait partie de la vie de tous les jours, mais il y a 4 milliards de personnes dans le monde qui, eux, n'ont pas de compte bancaire, qui n'ont pas accès à cette simplicité de paiement, etc., quoi. Il y a des pays où concrètement, ce qu'ils font, c'est dès qu'ils ont un peu d'argent, ils le dépensent pour acheter de la brique et construire leur maison. Parce qu'il y a un tel niveau d'inflation sur leur monnaie qu'en fait, ils ne peuvent pas le garder. Ou en plus de ça, il n'y a pas le même niveau de sécurité que chez nous. Ils prennent le risque de se le faire voler. Les frais d'envoi, concrètement aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté, hein, mais essayez d'envoyer de l'argent au Japon, en Chine, au Zimbabwe, ben, vous verrez que déjà ça coûte très cher. Qu'en plus de ça, ben, c'est très long. Et ça, c'est concrètement bah, quand tu as besoin d'envoyer de l'argent, des fonds à un autre endroit sur la planète. Ça passe par plein de banques. C'est voilà, c'est long et en plus de ça, ça coûte cher. Et là, on l'expérimente bien avec Benoît. Il m'entend, il est juste en dessous, il écoute d'une oreille pendant qu'il mange. Mais ça, c'est un truc qu'on expérimente avec nous, Méliorance, où on bosse du coup, nos marchés sont à l'étranger. Et là, particulièrement avec Taïwan, je vous dis, on rigole quoi. La centralisation, bah, concrètement, on le voit en ce moment. Alors, il faut bien comprendre que l'argent que vous avez à la banque, ben, il est à la banque et pas à vous. Vous, il vous donne la permission d'y accéder quand il le souhaite. Parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé où je veux faire un virement vers un compte en particulier, je veux faire un paiement. Et ben, il me demande de justifier et demande de signer des papiers pour autoriser en fin de compte l'utilisation de mon propre argent. Et ça, ben, pour un certain nombre de personnes, ça pose un problème. Qui plus est, on le voit, hein, quand ben, une banque fait faillite, ben, votre argent, il est perdu, quoi. Alors, on va dire qu'en France, on a ce mythe de la protection jusqu'à 100 000 euros par compte et par banque, par tête de pipe. Mais c'est un mythe parce que concrètement, il n'y a pas assez dans le fond derrière pour pouvoir vraiment couvrir s'il y a une faillite d'une banque majeure en France. Donc, la centralisation, bah, ça, c'est quand même un certain problème sur le contrôle de l'argent qu'on possède. La transparence, parce que ben, on dit le Bitcoin, c'est utilisé pour des transactions illicites, etc. Bah, aujourd'hui, concrètement, ce qui est le plus utilisé pour des choses illégales, c'est le dollar. Et bon, ben, c'est pas pour autant qu'on arrête, on interdit le dollar. Ben, en fin de compte, c'est un peu le même principe, sauf que avec le Bitcoin, en fait, toutes les transactions sont publiques. Tout ce qui se passe, on peut aller le voir. C'est juste qu'il y a un niveau d'anonymisation dans le sens où il faut lier une clé publique, ça je vais y revenir plus tard, il faut lier une clé publique en fin de compte à une personne pour pouvoir savoir ben, qu'est-ce qui a été fait avec cet argent, en tout cas vers quelles autres clés publiques, quelles autres adresses a pu transiter des bitcoins. Alors, enfin, ou des cryptos. Alors, c'est pas. Là, je parle du bitcoin en particulier. Après, il y a d'autres cryptos comme le Monero qui sont full anonymes. En tout cas, dernièrement, ils ont trouvé d'ailleurs le moyen de la désanonymiser, en tout cas en partie. Enfin bon, voilà, il y a des cryptos qui se disent full anonymes, mais le Bitcoin, au final, bah, c'est plus transparent que les banques au niveau des transactions qui peuvent être faites parce qu'au final, c'est public, tout le monde le voit au niveau du réseau. Et quand il y a des gros mouvements de portefeuille, des whales, comme on dit, qui viennent ben, faire des gros achats ou des grosses ventes ou des grosses positions, prennent des grosses positions sur les marchés, ben, ça se voit et on voit ces mouvements se faire de compte à d'autres au niveau crypto. Système actuel, ben, la manipulation, on le voit encore aujourd'hui avec les banques centrales, hein, il y a un déversement de liquidité qui est juste phénoménal. Donc on peut se demander, ok, qu'est-ce que c'est un euro, qu'est-ce que ça vaut vraiment, le dollar pareil. Bon, il déverse à foison des liquidités dans les marchés financiers. Et ça, au final, bah, c'est une manipulation monétaire, quoi.
Et puis, la rapidité, c'est lié en fin de compte avec les frais d'envoi. Ce que je disais tout à l'heure, aujourd'hui, si vous voulez envoyer des fonds, même un virement dans notre propre pays, ça peut prendre des jours, quoi. OK. Donc, arrivent donc les monnaies numériques. Les cryptos, c'est des monnaies numériques, sauf que on oublie que l'euro, le dollar, la livre sterling, le franc suisse, toutes ces monnaies sont déjà en fait des monnaies numériques. C'est juste encodé et c'est pas backé, n'est plus backé par de l'or. Donc, en fin de compte, on y accorde la valeur que l'on souhaite leur accorder. Et ce qui fait tenir le tout, c'est juste la confiance. Confiance qui d'ailleurs actuellement s'érode, on le voit aussi avec l'or qui explose, les actions qui performent parce qu'en fait il y a une fuite devant la monnaie et que les gens ils sentent bien qu'avec ce déversement de liquidité, il y a un truc qui ne tourne pas rond, quoi. Donc il faut bien comprendre que déjà les monnaies qu'on utilise, il y a pas mal de gens qui disent ah ouais mais les cryptos c'est pas des vraies monnaies, mais en fait l'euro, le dollar, etc. En quoi on peut dire que c'est plus vrai? C'est juste une histoire de confiance. C'est juste ça qui fait tenir, c'est la confiance. Quand la confiance s'érode, forcément, ça pose problème. Euh, donc, on va parler du Bitcoin, puisque c'est quand même le plus connu, c'est le king, comme on dit. Aujourd'hui, c'est 63% approximativement de la valeur qui sont dans les cryptos. Donc, il a quand même une part de marché qui est quelque peu conséquente. C'est la première crypto qui s'est mise à fonctionner. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des essais avant. Ça n'a pas pris. Mais le Bitcoin a résolu le problème des généraux byzantins. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, en fin de compte, c'est lié au fait d'avoir confiance et d'avoir confiance dans les informations qui sont envoyées. Et alors, j'ai mis Bitcoin et Bitcoin. Alors, le Bitcoin avec un B majuscule, c'est pour la technologie Bitcoin, puisque c'est une techno. Et le Bitcoin avec un B minuscule, c'est parce que c'est la crypto, la monnaie, le Bitcoin. Donc le Bitcoin répond déjà à une partie des problématiques qu'il y a là. En tout cas, les cryptos, d'une manière générale, c'est quelque chose qui est accessible depuis un smartphone, depuis un ordinateur. On peut tous ouvrir, créer une adresse crypto. Il n'y a pas de limite par rapport à ça. Les frais d'envoi sont extrêmement faibles. C'est très rapide. Il n'y a pas le problème de centralisation puisque c'est l'intérêt de la technologie Bitcoin, et je vais en parler après, la blockchain, c'est que c'est décentralisé, c'est un système de pair à pair. Ce qui du coup, il y a de la transparence comme je le disais tout à l'heure, et comme tout est encodé en fait, alors là je parle pour le Bitcoin, il y a différents types de crypto avec des modes de fonctionnement différents, avec plus ou moins de centralisation. Mais pour le Bitcoin, il n'y a pas de manipulation possible puisque, en fin de compte, tout est. Enfin, c'est comme tout, hein. Il y a beaucoup moins de manipulation possible. Il n'y a pas la possibilité de dire, OK, d'un seul coup, allez, on va créer 1000 milliards de dollars supplémentaires. On ne peut pas créer d'un seul coup comme ça 1000 milliards de Bitcoin parce qu'on le décide et parce que ça arrange une certaine caste de la population. Donc, il y a un nombre limité de Bitcoin. Donc, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est 21 millions, s'il me semble, d'après ce dont je me souviens. Oui, c'est ça. Merci. Et donc, concrètement, on n'a pas de problème d'inflation. L'inflation est contrôlée. Au contraire de ce que l'on peut voir avec nos monnaies dites classiques, où là, concrètement, c'est le gouvernement, enfin les banques centrales, qui décident d'appuyer sur un bouton pour en créer comme ils veulent. Si tu es encore là, c'est que tu apprécies cette vidéo. Donc pour me remercier, partage-la et si tu veux être tenu au courant des prochaines, abonne-toi. Merci. Donc, c'est ce que je disais, voilà, fonctionnement et inflation encodé dans le réseau, le code. Et puis, le créateur du Bitcoin, de la technologie et donc de la crypto qui est derrière, donc le fameux Satoshi Nakamoto, où en fait, là, c'est un peu le côté, je dirais, histoire rigolote, c'est qu'on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui est à l'origine de cette techno. Donc, c'est un pseudonyme. Il a publié le truc et il a disparu. Voilà. Et on ne sait pas qui c'est. Voilà. Il y a des spéculations, mais absolument rien de prouvé. Alors, la technologie blockchain, qu'est-ce que c'est? Concrètement, la blockchain, c'est une base de données, ni plus ni moins. C'est une suite de blocs avec de l'information dedans et qui sont en fait liés entre eux. Ce qui fait sa puissance,
particularité, en tout cas la blockchain telle qu'on l'entend, parce qu'il y a différentes manières, différentes interprétations de la technologie blockchain, donc je vais plutôt me concentrer sur telle qu'on l'entend par rapport à la technologie Bitcoin. C'est décentralisé, c'est-à-dire que si vous, en fin de compte, on est obligé de passer par les banques parce qu'on a besoin d'un tiers de confiance auprès duquel tout le monde fait confiance en fait. Et c'est pour cette raison qu'on passe par le tiers de confiance, les banques. C'est comme pour Airbnb aussi. On passe par le tiers de confiance Airbnb, ce qui monétise en fin de compte de la confiance. On se dit, bon ben voilà, je passe par Airbnb plutôt que moi de passer en direct. Pourquoi des trucs comme Le Bon Coin n'ont pas performé autant qu'un Airbnb? Tout simplement parce qu'ils ont su construire de la confiance centralisée chez Airbnb pour que les usagers viennent et déposent leurs annonces ou viennent prendre un appartement ou une maison. Voilà. Ça, c'est un truc que typiquement le Bon Coin, voilà, vous n'avez aucune garantie quand vous passez par le Bon Coin. Si vous vous faites arnaquer, c'est tant pis pour vous. Du côté d'Airbnb, vous avez des garanties par rapport à ça, un certain nombre de garanties, et ça crée de la confiance. Et c'est le pendant de ça, c'est aussi la centralisation. C'est que c'est eux qui contrôlent les règles du jeu. Et le principe de la blockchain avec la décentralisation, c'est que en fait, c'est comme les réseaux peer-to-peer, pair à pair, de type Emule pour ceux qui ont connu, eDonkey, les torrents, etc. C'est que c'est en fait plein de nœuds à travers le monde. Et on peut aller fermer un nœud, mais en fait, comme c'est plein de gens qui contrôle le truc sans qu'il y ait une seule personne ou sans que ça soit centralisé, ça lui assure une résilience qui est extrêmement forte. Et c'est la beauté, on va dire, de la technologie blockchain, c'est cet aspect décentralisation, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'avoir confiance en une personne. En fait, on a confiance en tout le monde, même si on ne les connaît pas. Parce que c'est le fait qu'il y ait tout le monde qui contrôle, plutôt qu'une personne, qui donne la robustesse, qui donne sa robustesse en fait au réseau. Donc, sur le principe, au niveau de la blockchain, concrètement, alors je vais reparler de la partie monnaie numérique parce que, en fait, le Bitcoin, pour vraiment schématiser, quand vous avez un billet de banque, qu'est-ce qui fait l'importance du billet de banque? Vous avez des systèmes d'encryptage, vous avez le papier, etc. Mais en fait, ce qui est important dans le billet de banque, c'est son numéro de série, ni plus ni moins. Au final, pour simplifier au maximum, la crypto Bitcoin, c'est ni plus ni moins que des numéros de série qui n'ont pas de support physique. Voilà. Et le principe du coup de la blockchain, c'est que comment on sait qu'on ne se fait pas arnaquer quand il y a quelqu'un qui nous a vendu des bitcoins ou qu'on n'arnaque pas quelqu'un quand nous on en envoie, c'est qu'en fait l'historique de toutes les transactions qu'il y a eu, et c'est le principe de la suite de blocs, sont partagés par tous les nœuds du réseau. Alors, il y a des milliers et des milliers de nœuds au niveau du réseau Bitcoin. Je sais qu'il y a 2 ans de ça, il y en avait 5000. Je pense qu'il y en a encore plus aujourd'hui. Mais le fait qu'en fait, tous ces nœuds-là qui s'occupent de faire la validation des transactions et tout l'historique de toutes les transactions, c'est ça qui assure en fait la confiance et la traçabilité. Et c'est pour ça qu'il y a le système de validation quand on fait un envoi de Bitcoin via la blockchain Bitcoin, c'est qu'il y a plein de nœuds du réseau qui vont vérifier nos transactions en allant voir dans l'historique qu'ils possèdent en local si en fait les bitcoins que l'on envoie, effectivement on les possède de par tout l'historique qu'il y a eu auparavant. Et c'est là le fait que ces informations soient en fait répliquées de manière aussi importante qui fait que si moi dans mon coin je me dis je possède un nœud, je vais essayer de modifier les infos dedans pour essayer de créer des bitcoins, ça va tout de suite se voir parce que tous les autres ont les infos aussi et ils s'occupent en fait de faire les validations avant que ça soit inscrit dans la blockchain et donc enregistré à nouveau par tous les nœuds. Ce qui rend en fin de compte immuable. Alors quasi immuable, sauf si effectivement on a le réseau Internet qui disparaît ou qu'on a une éruption solaire et qu'il n'y a plus, de technologie du tout sur la Terre. C'est ce qui rend immuable en fin de compte, mais là au niveau des banques ça sera pareil, et c'est ce qui rend immuable en fin de compte toutes les transactions qu'il y a eu au niveau du Bitcoin. Donc dans la blockchain,
dans la technologie Bitcoin. Alors, à côté de ça, on a aussi la notion de smart contract parce que là, on parle de crypto, mais la techno Bitcoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est avant tout de l'information. Donc, ça peut aussi être utilisé, ben là, on l'utilise pour gérer des transactions de mode argent, de mode crypto, monnaie. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour enregistrer de l'information et associer en fait des bouts de code programmés. Alors, vous pouvez le faire sur le Bitcoin, mais il n'a pas été pensé pour ça. Et je vais en parler après avec les tokens. Mais en fait, vous pouvez, c'est la notion de smart contract, c'est avec la technologie blockchain, concrètement, vous pouvez créer des petits bouts de code qui vont avoir des comportements automatiques, qui vont s'enregistrer automatiquement dans le réseau et définir que s'il y a un événement A, il y a un événement B qui va se produire. Et ça, on va y arriver après. C'est aussi un gros truc qu'amène aussi la blockchain, cette techno-là, et notamment avec l'Ethereum, qui a été le premier à implémenter réellement et à donner la possibilité de créer des choses en fin de compte. C'est l'ETH. Mais je vais y revenir juste après. Je voulais juste parler des attaques à 51%. Parce qu'il y a quand même une faiblesse dans ce système-là. C'est que s'il y a quelqu'un qui arrive à posséder ou à contrôler plus de 51% des nœuds du réseau, il peut manipuler parce qu'il a la majorité. Et il peut du coup forcer, créer du coup des fausses transactions, altérer la blockchain. Par rapport à ça, dans le cas du Bitcoin, au final, si on fait une attaque à 51%, alors le truc c'est que le coût pour pouvoir faire ça, et c'est ce qui rend aussi ce qui fait que Bitcoin est extrêmement robuste, c'est que c'est le premier à être là, c'est lui qui a le plus gros réseau, là où il y a le plus de personnes, là où il y a le plus de puissance en fin de compte pour faire fonctionner cette blockchain. Et donc déjà le coût pour posséder 51% du réseau est juste phénoménal. Et en l'occurrence pour le Bitcoin, ça serait quoi? De créer des Bitcoins. Mais en fin de compte, le fait parce que ça se verrait très rapidement, si ce n'est tout de suite, qu'il y ait une manipulation, les gens le verraient, encore une fois, tout est public. Donc on voit ce qui se passe sur le réseau. Et s'il y a une attaque à 55%, même si on y arrive, le truc c'est quoi? C'est l'intérêt, c'est de créer des bitcoins pour s'enrichir. Sauf que à partir du moment où on fait cette attaque-là, au final, on casse la confiance qu'il y a dans le réseau. Donc on détruit le truc qui potentiellement va nous permettre de nous enrichir. Donc c'est pour vous faire comprendre qu'effectivement, il y a une faiblesse. Néanmoins, le coût et le reward en fait en face est tellement minuscule, sauf pour le plaisir de détruire Bitcoin, que la probabilité que ça se passe est infinitésimale, quoi. Donc j'en arrive au token, puisqu'on a les blockchains. Donc on a par exemple le Bitcoin. L'Ethereum est un autre type de blockchain. Et à l'intérieur ensuite des blockchains comme l'Ethereum, le BNB, le Neo, le ADA, on peut créer ce qu'on appelle des tokens qui s'échangent aussi sur les plateformes d'exchange. Donc on a d'un côté des cryptos de type blockchain en fait et de l'autre des tokens. Alors l'Ethereum, qu'est-ce que c'est? L'Ethereum, c'est une blockchain qui a été prévue pour en fait mettre en place des smart contracts. À la base, son objectif, ce n'est pas d'être une monnaie, ce n'est pas son principal objectif, c'est avant tout de donner un écosystème permettant de déployer des smart contracts et de créer ses propres tokens de manière à s'appuyer dessus pour générer plein d'autres projets. Un exemple de smart contract qu'on pourrait imaginer, alors il y a des jeux qui sont créés, le fameux CryptoKitties, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça a été très à la mode il y a de ça 2 ans et demi, 3 ans maintenant. Et en fait, c'est des chats numériques. Les gens peuvent se faire accoupler des chats entre eux. C'est encodé dans la blockchain, ce qui est Ethereum du coup, ce qui assure en fait le fait que ce ne soit pas falsifiable. C'est du coup décentralisé. Donc, il n'y a pas de centralisation derrière, comme on pourrait avoir par exemple dans WoW, dans World of Warcraft. On a une monnaie à l'intérieur de WoW, mais c'est centralisé. C'est Blizzard qui contrôle le tout. Là, en l'occurrence, c'est sur l'Ethereum. En fin de compte, toutes les transactions qu'il y a eu, tous les événements qu'il y a eu dans le jeu CryptoKitties sont encodés à vie
dans l'ETH, sur la blockchain de l'Ethereum. Et en fait, l'Ethereum, c'est ça, ça permet de donner un écosystème. Alors, on peut imaginer des systèmes de smart contracts au niveau des assurances. Par exemple, le fait de, OK, on crée un smart contract pour des assurances et quand il y a un événement qui se produit comme un sinistre, bah, automatiquement, ça déclenche derrière des actions automatiques de, OK, déclenchement de la visite d'un expert. Une fois l'expert a visité, hop, déclenchement du remboursement de l'assuré. Il y a des choses comme ça, des projets comme ça qui avancent dans cette direction-là. Et en fait, ce qui a donné l'Ethereum à complètement explosé en termes de valorisation parce que c'était le premier projet à fonctionner, à donner un environnement viable et qui a permis de créer plein d'autres projets derrière. Le BNB, par exemple, à la base, c'était un token. Alors, le BNB, c'est le token de l'exchange de crypto-monnaie Binance. Je vais après parler et dire à quoi correspondent les exchanges. Mais en l'occurrence, ils ont créé leur propre crypto, ils ont switché, en fait, ils ont fait ce qu'on appelle le terme m'échappe, aide-moi Rémi, s'il te plaît. Un swap. Ouais, merci. C'est ça. Un swatch pour, du coup, faire passer les tokens qui étaient BNB sur l'ETH dans leur propre blockchain à eux. Donc, eux, ils ont maintenant leur propre blockchain où on peut créer en fait des tokens sur la blockchain BNB et des smart contracts aussi. On a le Neo qui est arrivé après l'Ethereum et qui est un concurrent de l'ETH. Même chose qui permet de créer des smart contracts. L'ADA qui est encore une autre blockchain différente avec un mode de fonctionnement encore différent et qui permet aussi de créer des smart contracts. Donc, et je vous en passe, hein, il y en a des dizaines, des centaines de projets à ce niveau-là. Et donc, on peut très bien aujourd'hui, il y a des sites en ligne qui disent, ben voilà, je crée mon propre token. Vous pouvez le faire en 5-10 minutes. Et typiquement, moi, là pour Youmento, on pourrait très bien créer un token Youmento à utiliser en interne pour s'échanger de la valeur en interne, en interne au niveau de la communauté. C'est un truc qui serait possible. Et donc, le principe des tokens, on a deux types. Alors voilà, la question c'est OK, ça sert à quoi les tokens? Et bien, on a deux types de tokens, les utility tokens et les security tokens. L'intérêt en fait de l'Ethereum, c'est qu'on peut créer comme ça des tokens qui vont être encodés dans cette blockchain avec tout le principe de décentralisation, du fait que ce soit immuable, du fait que ce ne soit pas manipulable, etc. Donc les utility tokens, c'est des tokens qui sont créés, comme par exemple, il y a un projet qui s'appelle Napoleonix, ou un autre truc dans lequel j'avais investi Scorum qui s'est révélé un très mauvais investissement et il a perdu 99,9% de sa valeur. mais en l'occurrence, ils avaient sorti un utility token qui donnait accès à des services sur leur plateforme. Pour Napoleonix, c'est le même principe, ils ont sorti un utility token qui donne accès à des services. Et en fait, le fait de pouvoir comme ça créer un utility token et de permettre aux gens de l'acheter, ça leur donne en fait tout simplement la possibilité comme ça de se financer et de financer le fait de créer leur projet. Donc là, les utility tokens, c'est des tokens qui permettent de faire des choses avec ça. Que vous allez pouvoir exploiter sur des plateformes. Si je reprends encore l'exemple de Scorum, ça va permettre par exemple de pouvoir voter pour les choix qui vont être faits au niveau de l'évolution de la plateforme Scorum. Au niveau de Napoleonic, ça va vous permettre d'accéder à des services, à des signaux de trading au niveau des marchés financiers. Et on a de l'autre côté les security tokens qui en fait sont là plutôt pour tokeniser des actifs financiers. Par exemple, aujourd'hui, vous savez, vous avez des actions. Par exemple, Apple, voilà, chaque action vaut quelques centaines, si ce n'est milliers, maintenant, de dollars. Vous pourriez tokeniser une seule action Apple de manière à pouvoir en fait la partager et dire moi, je n'ai pas des milliers de dollars à mettre dans une action Apple. Donc, on tokenise une action de manière à se permettre à plusieurs personnes d'en acheter. Vous pouvez tokeniser aussi de la même manière, c'est ce qu'on appelle les security tokens, en fin de compte, d'une société. Afin de permettre, on a les parts telles qu'on les connaît au niveau des marchés boursiers.
mais vous pourriez très bien tokeniser une entreprise de manière à pouvoir acheter en fait des parts de cette entreprise et pouvoir vous les échanger beaucoup plus facilement que ce qui peut être fait au niveau des actions, avec les bons côtés et les mauvais côtés, puisque du coup, il y a effectivement aussi moins de régulation. Il y a des projets aussi, il y a le projet ACE, ACE, qui en fait permet de tokeniser, qui tokenise des sportifs. Donc, vous pouvez investir dans des sportifs, en fait, des tennisman d'ailleurs, je vois Jenny sourire, mais on peut investir comme ça dans la carrière de sportifs et en fait avoir un reward, gagner de l'argent sur les résultats financiers qu'ils vont faire. Voilà, et ça, c'est un truc qui est encore au tout début, aux prémices. C'est lié aussi à DeFi, la finance décentralisée. Mais ça ouvre beaucoup de portes de la même manière, le fait de tokeniser des tableaux. Ok, je ne peux pas m'acheter la Joconde, mais je pourrais en acheter une fraction. Voilà. Et ça, par contre, les security tokens, c'est beaucoup plus réglementé. Et il y a eu des grosses dérives, bien sûr, lors de la bulle de fin 2017, début 2018. Mais voilà, c'est un truc qui est de plus en plus réglementé et aujourd'hui, il y a des projets de plus en plus sérieux qui émergent. Enfin, on a les stablecoins. Alors, les stablecoins, je vais aussi y revenir tout à l'heure parce que ça a un vrai intérêt fiscalement parlant pour les investisseurs. Et là-dessus, en fait, le premier, ça a été le Tether. Et le principe, c'est juste de créer en fait une crypto qui est adossée à une monnaie euh, classique, on va dire. Donc, par exemple, le Tether était adossé au dollar. Un Tether est égal à un dollar. On a aussi, après, il y en a d'autres projets qui sont sortis puisque le Tether a été assez controversé. Le TUSD, le DAI, on a le Paxos, on a BNB USD, le BNB euh, 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 ah, Britain Pound. Voilà, il y a plein comme ça de stablecoins qui sont sortis et qui permettent en fait de stocker, d'avoir de la crypto dans un stablecoin sans subir les fluctuations des marchés tels que le Bitcoin ou le TH ou toutes les autres cryptos peuvent en avoir. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras aussi les Donc emails déjà, privés que voilà j'envoie pour les... toutes les semaines, avec notamment des extraits du contenu exclusif provenant de la communauté Youmento. Le lien est en description, abonne-toi, à très vite.